Bonjour Daniel Riolo Salut Adrien. et bonjour à tous. On vous interview pour le numéro 5 de After Foot, la revue. Voilà, je la montre. C'est une revue, donc la revue éditée par les journalistes de l'After, l'émission de RMC, qui Mhm. sort chaque trimestre. C'est une revue qui explore en profondeur un thème tous les 3 mois. Et pour ce numéro d'été, le thème que vous avez choisi, c'est la religion. Foot et religion, évidemment. Alors pourquoi vous avez choisi ce thème en particulier? Bon, on a fait foot et médias, foot business, foot identité, tout ce qui touche au foot. De toute façon, c'est une matière pour notre revue. La religion est très importante dans le milieu du foot, ne serait-ce que dans la sémantique, dans le vocabulaire, le champ lexical du football, Wembley, le temple, les dieux. En Italie, le football, c'est aussi important, c'est une religion, c'est là où on va juste après la messe. De tout temps, on a toujours entendu et fait ce genre de lien. Bon, évidemment, Maradona a toujours été considéré comme le dieu du football. Il y a l'église maradonienne en Argentine, qui a des adeptes un petit peu partout. Quant à l'expression de la religion à travers le football, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Il suffit de se souvenir en 94 ou en 2002 de ce que faisaient les Brésiliens pour fêter leur victoire. Là, le déclic, de toute façon, on s'y serait intéressé tôt ou tard. Le déclic au moment du choix d'en parler pour ce numéro 5, c'est que pendant la CAN, on a vraiment vu une expression de plus en plus importante de la religion dans les célébrations. Et sur un continent où il y avait déjà pas mal de signes religieux ostentatoires, mais c'était l'époque des marabouts ou des petits signes qu'on voyait, des petites anecdotes qu'on racontait, les sorciers blancs, Claude Leroy, ou ce genre de choses-là, un peu traditionnelles. Là, on avait le sentiment que tout ça avait un petit peu disparu pour une expression, j'allais dire, plus sérieuse de la religion. C'est surtout pas, qu'on ne me fasse pas dire que c'était pas sérieux avant, mais il y avait un petit côté folklore. Là, on avait vraiment l'impression d'une uniformité dans l'expression de la religion. Et on a dit, bah, tiens, parlons-en maintenant. Alors attention, ça ne parle surtout pas que de l'Afrique et que de la CAN, pas du tout, Ouais. puisqu'évidemment, après, il suffit de tirer le fil et on s'aperçoit, on parle évidemment des évangéliques au Brésil, il y a des choses historiques aussi, comme en Italie, la rivalité ancestrale entre, à l'époque, le Parti communiste, enfin Et le foot des l'Église. communistes et le Ouais. foot des curés. On a plein de thèmes comme ça, et puis des choses très actuelles. On a mis autour d'une table un rabbin, un imam et un curé pour parler foot avec la question, est-ce que la religion a sa place dans le foot? Mais en fait, la question, la réponse, on la connaît. C'est comme ceux qui disent ah, la politique, parce que dans un règlement de l'UEFA, il paraît que la politique n'a pas sa place dans le foot. Or, la politique a toujours été au centre du foot et la religion était Ouais. également au centre du foot. Après, il peut y avoir des débats sur est-ce que on doit signer ou prier avant d'entrer sur le terrain. Des débats qui ont, à vrai dire, pas lieu d'être, puisque chacun fait un petit peu comme il Mais veut il y a un après tout, débat qui est quoi. intéressant, c'est est-ce qu'il faut mettre un carton jaune à un joueur qui célèbre un but en faisant un geste religieux, sachant que pour les spectateurs qui ne sauraient pas, quand on fait un geste qui est considéré comme un geste à connotation politique, on doit prendre un carton jaune. Et je crois que Daniel, là, vous êtes plutôt contre le carton jaune. Mais moi, déjà, le carton jaune, on enlève le maillot, je trouve ça un peu con-con. Ouais. Je me souviens qu'en plus, à l'époque, ça avait été fait parce qu'il y avait eu un modèle de maillot qui était difficile à remettre, donc ça faisait perdre du temps. On a dit, bon, on va arrêter les conneries, machin. Après, il y a ceux Un message. qui montraient un message perso, genre j'embrasse Véro, machin. Ok. Après, message à connotation politique, ouais, faut pas, mais est-ce que l'arbitre regarde réellement? Attends, ça c'est politique ou pas? Donc oui, on pourrait Il y a continuer la en peur disant, des bah non, sponsors aussi. toi tu t'es signé et tout, mais après c'est pendant le match, quand tu marques un but, souvent maintenant il y a des prières, avant il n'y en avait pas, je sais pas, je pense pas que l'UEFA ira jusque-là. C'est justement la bêtise parfois de ces règlements, c'est qu'à un moment tu t'aperçois que tu peux pas faire, tu vas pas empêcher les gens de se signer avant d'entrer en Amérique du Sud ou en Espagne où c'est très Non. culturel. Et on se souvient de la phrase de Johan Cruyff qui lui avait été très surpris quand il est arrivé en Espagne, parce que tous les Espagnols faisaient ça d'un côté et de l'autre. Il disait, wow, des deux côtés, les deux équipes, ils se sont tous signés. C'est sûr, à l'arrivée, ça va faire match nul le match. Donc voilà. Il y a aussi pas mal de choses
assez second degré, assez humoristique dans la revue, même s'il y a des articles aussi très sérieux autour de ce sujet. Et on a laissé parler un peu de toutes les opinions, hein, parce que on a même une personne on a vu le débat sur le hijab qui a fait beaucoup de bruit en France. On a laissé parler des gens que ça ne choque pas et qui sont pour. De toute façon, la revue de l'After, c'est un lieu de débat et d'échange. Les contributeurs ne sont pas tous de la rédaction de RMC et de l'After, surtout pas. C'est très ouvert. Et quand les gens ont des opinions et qu'ils veulent les exprimer, les contributeurs sont les bienvenus dans la revue de l'After. Est-ce que ça pose un problème particulier, la religion en France? La France est un pays qui a une culture laïque, qui a tendance à mettre un petit peu à distance le religieux. C'est vrai que ça fait souvent débat en France, parce qu'on veut toujours mettre à part. On s'aperçoit que c'est quand même assez compliqué. Ouais. Mais on a l'impression aussi que la religion prend de plus en plus de place dans le foot. L'exemple le plus récent, c'est Idrissa Gueye, qui invoque directement la religion pour justifier de ne pas jouer avec un brassard LGBT. On n'aurait peut-être pas imaginé ce genre de scène il y a 10 ans, même si, comme vous le dites, vous avez très vite osé parler de ces sujets. Alors c'est marrant parce que quand la revue est sortie, il y a eu l'affaire Gueye, mais évidemment, quand on a décidé de le faire en janvier, on ne savait pas. Maintenant, oui, effectivement, ce cas-là a fait beaucoup parler, et on sait pour quelle raison Gueye n'a pas voulu porter le maillot. Je le regrette, mais ça ne vise pas que l'islam. Non. On a vu qu'il y a une semaine, 4 joueurs de baseball aux États-Unis, parce que ils sont, je ne sais pas quelle est exactement leur religion, je me demande s'ils ne sont pas évangéliques, je crois. En tout cas, ils invoquaient Jésus, et ils disaient qu'ils ne voulaient pas porter un brassard, justement, qui faisait référence à la lutte contre l'homophobie. Donc on a retrouvé ça, comme par hasard, 1 semaine à 2 semaines après. On le sait de toute façon que toutes les religions, quand on tire vers le rigorisme, rejettent l'homosexualité. Donc c'était pas étonnant qu'on retrouve ça ailleurs. Après, moi je suis catholique et je n'ai aucun problème à lutter contre l'homophobie. Moi je pense que c'est l'extrémisme qui est source de rejet. C'est toujours l'extrémisme qui est source de rejet. Le rigorisme religieux a l'air d'avoir une place dans le foot et dans les vestiaires français notamment. Et de plus en plus, moi, l'article que j'ai rédigé dans la revue parle de ça, mais peut-être plus du mélange codifié qu'il y a, dans lequel se rassemble aussi bien la religion, mais le communautarisme, on le sait en France, les multiples fractures qui divisent notre société, chacun se replie sur lui-même dans sa petite chapelle. Et effectivement, dans le milieu du foot, on a un peu ça, avec parfois des incohérences, hein, parce qu'on va avoir l'amour culturel pour le rap, où on va être très sur le bling-bling, l'argent, les femmes, justement pas très. Mais en même temps, on affirme un attachement religieux. En même temps, on soutient des causes et pas d'autres. Donc, en gros, chacun voit un petit peu midi à sa porte. Et derrière ces bandes-là, enfin bandes ou plutôt groupes socioculturels, il y a toujours un petit peu les mêmes codes. Alors attention, tous ne s'affirment pas de la même façon, mais il y a un petit peu des penseurs. Par exemple, Dembaba, sur Twitter, très très actif, suivi par Jacques Fati, Alexis Romao, très idéologue. Et là c'est extrême gauche, mélangé à religion, islamo-gauchiste, on dirait en France. Parce que je dis en France parce que les deux ne vivent pas en France. Clairement, eux, c'est des positions très affirmées. Politiquement, il suffit de suivre leur compte, et ils sont beaucoup suivis. Ils soutiennent la Turquie, le président turc, Erdogan. Ils sont pro-palestiniens. Après, ça les regarde. Moi, je ne critique pas. Je suis juste en train de décrire les différentes chapelles avec des gens qui les suivent, et ça facilite pas vraiment le dialogue, en fait. C'est pas des gens qui se rencontrent et qui dialoguent, quoi. C'est des gens qui restent dans des schémas de pensée, et qui, si tu émets une demi-critique, tu te fais flinguer immédiatement. Dembaba, immédiatement, peut me fracasser. Et après, en dehors de ça, où eux sont très sérieux parce qu'ils sont très politiques, à côté de ça, tu as les trucs très très cons, le petit communautarisme de base stupide, je l'appelle comme ça. Je raconte des anecdotes, c'est caseries et bout de bouse qui, si je les critique, vont dire tu les critiques parce que tu es un facho, tu n'aimes pas les rebeux. Truc de base complètement stupide. Caserie, quand il m'appelle, je lui dis en revanche,
pendant 2 ans, quand je dis que tu es un super footballeur et que tu es génial et tout, là, il n'y a pas de problème. Tu me passes pas un coup de fil là, à ce moment-là. En revanche, quand je te critique, là, d'un coup, je me transforme en. Et puis, quand je critique Verratti, qui est italien comme moi, là, je suis quoi alors là? Je suis Anti-italien. dans quel communautarisme je suis là? Donc voilà, il y a souvent de l'incohérence et de la petite bêtise quotidienne comme ça qu'on retrouve dans ces multiples petites chapelles et dans le foot. Et dans le foot, on avait retrouvé ça aussi dans notre foot français. Je raconte pareil dans l'article au moment où malheureusement il y avait eu l'attentat à Nice et où Ouais, des Macron avait fait un footballeurs. discours Ouais. sur la laïcité. Et immédiatement, il y avait eu le fameux boxeur là, Ouais, dont qui avait liké un post, ouais, j'oublie toujours le nom, qui avait où écrit un post sur Instagram, Instagram liké avec par des la footballeurs. trace du pied de Macron sur la tronche, Ouais, et Kimpembe avait retweeté, c'est et ça. quelques joueurs aussi, ils avaient immédiatement effacé, ils ont dit, oh putain, on a fait une connerie là, ils avaient immédiatement enlevé, mais c'est les réactions derrière, la Fédération française de foot qui ne sait pas quoi faire face à ça, qui se met en transpiration, et on va immédiatement monter un clip pour Ouais. dire que, bien sûr, qu'on soutient le professeur, machin. Attends, est-ce qu'on demande aux musulmans de l'équipe ou est-ce qu'on leur demande Ça avait pas? fait un gros Et on, scandale à l'époque, hein. mais Ouais. on tombe dans des choses Ouais. totalement grotesques parce que là où on veut pas, personne veut stigmatiser, mais la bêtise fait que sont eux qui stigmatisent sans le vouloir, quoi. Alors qu'il suffit de dire les choses clairement et de dire quelles sont les valeurs de notre société et voilà, et on stigmatise personne. Mais bon, ça c'est toujours très très compliqué, là. Ouais. Il y a un autre sujet qui fait polémique récemment dans le foot français, même dans le foot en général, et même au-delà du foot, c'est les événements du Stade de France, donc la gestion catastrophique de la sécurité aux abords du stade, des supporters de Liverpool qui ne peuvent pas rentrer, qui subissent des violences, également des agressions de la part des jeunes de cité du coin. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui a trait au foot français ou c'est même plus général, c'est même un problème plus général de la société Voilà, française? je pense que ça n'a rien à voir avec le foot, hein. C'est le match Ouais, de foot a servi de prétexte à des gens qui se sont dit il y a du blé à se faire, il y a des Anglais qui ont les poches pleines de cash, il y a des billets à vendre et à acheter, et c'est de la délinquance publique. Voilà. Ce qui est complètement dingue dans cette histoire, c'est qu'on a voulu nous le cacher, ouais, alors qu'il nous a fallu 2 heures pour avoir assez de remontées d'informations terrain pour savoir exactement ce qui s'est passé. Je pense que ce que j'ai mis un petit peu plus de temps à comprendre vraiment, c'est le fait que la plupart des agressions étaient surtout le fait des migrants, sans papier, ouais, mineurs isolés, qui rôdent près de la porte de la Chapelle et qui ont déferlé autour du Stade de France et qui ont participé à des agressions d'une sauvagerie folle, plus que des bandes ouais. du 9-3 autour du Stade de France. Ouais, voilà, bon, ils ont voulu cacher ça, j'imagine par calcul politique, pour pas que ce soit Mm. récupéré par l'extrême droite, j'imagine. Résultat, ça a échoué et c'est récupéré évidemment, parce que c'est tellement plus commode de pas dire la vérité. Ouais. Alors qu'il suffit de dire les choses Et sur la et question de peut-être de la, certains font un parallèle entre la gestion des supporters en France par les forces de l'ordre, en gros, et ce qui s'est passé ce samedi-là. C'est différent. ben, sur ce week-end-là, il y a eu également le lendemain à À Saint-Étienne Saint-Étienne, des des événements très supporters qui graves. ont envahi la mais moi je trouve que ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ce qui s'est passé à Saint-Étienne, c'est également de la délinquance. Mais on va dire que ça, pour cadre le football, c'est en gros, on devient taré parce qu'on n'est pas content de nos dirigeants. Donc évidemment qu'on dénonce la folie qui s'empare de ces mecs-là. À un Ouais. moment, on s'est dit, ils veulent faire quoi? Ils veulent lyncher tout le monde. Ça n'avait pas de sens. Là, l'autre, ouais, parce que c'est pour ça qu'ils ont voulu le cacher, parce que certainement que ça mettait en lumière le fait que la France veuille accueillir des migrants, mais visiblement ne sait pas comment faire. Parce que si c'est pour les foutre sous les ponts ports de la Chapelle, et surtout pour qu'on ne dise pas qu'ils sont là-bas, et qu'on ne dise pas qu'à terme, à force de les laisser dans la misère, forcément ça va se transformer, il y a risque, parce qu'évidemment que ce n'est pas tous, mais il y a risque qu'ils se transforment en délinquants. Voilà, visiblement, ils n'avaient pas envie qu'on sache ça. Et là, j'allais dire, la vérité a éclaté. Elle est encore un peu dissimulée, hein. Il y a des gens qui ne veulent pas le voir. Il y a des gens qui ne veulent pas admettre ça. Je n'ai pas compris pourquoi autant de médias de gauche n'avaient pas voulu parler de ça. Alors que moi, j'ai toujours considéré que la sécurité, ça n'avait rien à voir avec la droite ou la gauche. Mais dans ce pays, maintenant, c'est comme ça, quoi. J'ai l'impression que la sécurité, c'est politisé. Je ne vois pas, moi, la sécurité des gens, ça n'a pas à être Mm. politisé. Mais bon, comme on a un leader politique qui dit que la police tue, forcément, c'est devenu très politisé, quoi.
Dernière question, alors c'est la grosse info, la grosse rumeur pour l'instant qui bruisse au moment où on enregistre l'émission, c'est l'arrivée de Zinedine Zidane comme entraîneur du PSG. Alors ça tombe bien, Daniel, parce que vous avez écrit un texte de plusieurs pages où Mm. vous vous imaginez en tant que président du PSG et où vous exposez votre programme. Alors est-ce que le Daniel Riolo, président du PSG, aurait pris cette décision? Euh, Probablement parce qu'au moment de faire le choix, donc je précise quand même que le programme est extrêmement sérieux Oui, c'est pas que une histoire de... que j'estime et que j'estime avoir largement les compétences pour être président du PSG et de savoir en tout cas comment faire pour que ça marche. Et qu'effectivement, à partir du moment... Alors, je ne sais pas en revanche si j'aurais développé une politique de star, Ouais. comme le Qatar a développé. Considérant qu'il fallait faire du business, qu'il fallait installer le PSG sur le devant de la scène européenne et rattraper le retard, oui, je pense qu'il y avait une partie business à développer et une partie star à développer aussi parce qu'il fallait se rendre attractif et séduire le public. Maintenant, je pense que le PSG est allé trop loin. Donc, président, je ne serais pas allé aussi loin que ça. Mais une fois, de toute façon, qu'on se lance là-dedans, il faut un entraîneur qui ait une personnalité hors norme pour pouvoir gérer ces personnalités. Il faut également un président qui fasse comprendre aux joueurs qu'ils ne sont pas plus importants que le club. Et en tout cas, à partir du moment où je considère que Zidane est un très bon entraîneur, j'aurais pu le prendre. Euh, J'aurais quand même réfléchi à 2 fois et je pense qu'il y en a d'autres. Le problème, c'est que là, au moment où on se parle, sur le marché, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Mais avant, j'en aurais pris des bons, sans être obligé d'aller prendre Zidane, qui malgré tout est quand même très marqué d'un point de vue identitaire Marseille. Donc je l'aurais peut-être pas dérangé, sachant que ça l'a justement un petit peu chagriné, ça l'a fait beaucoup réfléchir, que sa famille n'était pas vraiment pour. Peut-être que je l'aurais pas dérangé. Mais vu la situation dans laquelle le PSG s'est retrouvé à un moment, à plus savoir qui prendre, bah, effectivement, après, le seul qui peut devenir le sauveur du club, ça semble être Zidane. Donc, au final, je valide, oui. Eh ben, Voilà. merci Daniel Riolo, Merci, et Adrien. on rappelle donc la revue After Foot, la revue qui sort, qui est déjà sortie d'ailleurs, Ouais, c'est déjà sorti. On est déjà sur le 6 qui sortira fin août, et qui est en kiosque tout l'été du coup. évidemment. Merci. Et par abonnement surtout. L'abonnement, Évidemment. c'est ce qui nous permet d'envisager la suite. C'est ce qu'il y a de plus important pour une revue qui a été créée grâce aux abonnés. Hein, Ouais. parce qu'on est une toute petite entreprise. Voilà. Eh ben, merci encore Merci. Daniel.